Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édition du 22 août du bulletin hebdomadaire d'Infotémis. Je suis William Maillé et je serai le lecteur de nouvelles pour votre bulletin de cette semaine. Alors, cette semaine en manchette, le marché public de Ville-Marie va mieux que jamais. La 41e édition du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord. Entrevue avec le groupe de musique Les Rats Swamp. La communauté de Québec se lève contre le projet de décharge radioactive de Chalk River. Et plusieurs autres nouvelles. Jeudi dernier, nous sommes partis à la découverte du marché public de Ville-Marie. M. Richard Dessureau nous explique tout l'impact du marché public. On est ici en dessous du chapiteau du marché public de Ville-Marie. On est avec Richard. Bonjour, Richard. Oui, bonjour. Et Richard, quoi est exactement votre rôle ici dans l'organisation du marché public? OK, mon rôle est double et même triple. Je suis coordonnateur du marché public. Je suis président de l'Association des producteurs de la route gourmande, qui est propriétaire du marché public. Et je suis exposant comme domaine des Ducs du Hamel-Ouest. Et on voit ici, il y a plusieurs marchands, artisans qui viennent vendre leurs différents produits à chaque jeudi. Et ça, en ce moment, on est combien? Est-ce que ça change à chaque semaine, le nombre d'artisans? Oui, c'est variable. On a 11 places à l'intérieur de notre grand bâtiment. Généralement, c'est plein. Et on déborde souvent. On va jusqu'à 14-15 exposants. On a maintenant une boucherie qui est en place qui vend des produits réfrigérés. En plus des Produits, oui. des La boucherie, c'est une nouveauté, finalement, OK. c'est ça. Oui. pour ça, les produits, et en plus des produits non réfrigérés. Et ça, lorsqu'il y a, parce que vous avez dit, il y a 11 places sous le chapiteau, bien, sous le bâtiment. Et, mais lorsqu'il y en a 14-15, ce que vous faites? On monte des petits chapiteaux mobiles, ce qu'on appelle des tentes, des 10 pieds par 10 pieds. Donc, on en a en réserve, on en a 6. Donc, on est capable de développer, de prendre l'expansion de ce côté-là. Et ça fait déjà plusieurs années que ça existe, le marché public. Combien d'années déjà environ? Nous, on a relancé l'association il y a une quinzaine d'années environ. On avait une collaboration des municipalités pour acheter des tentes et on a été dans différents endroits comme la cour du Provigo, on a été dans le parc sur le terrain de la fabrique, on a été sur le terrain juste en avant de l'école Moffett. Et ensuite, par la suite, on a fait un projet de construction ici qui est complètement autofinancé et qui est la propriété des producteurs. Et vous l'avez relancé. Avant, il y avait un autre organisme? Oui, il y avait une autre structure de marché public et ils ont eu vraiment un creux. Donc, ils ont décidé de mettre fin à leur activité. Et par la suite, bien là, on trouvait que certains producteurs ont trouvé que ça valait la peine de relancer. Donc, avec l'appui au début de la municipalité de Ville-Marie, on a relancé le marché public. Et donc, aujourd'hui, c'est une belle vitrine pour le démarrage d'entreprise. C'est une belle vitrine pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on a comme produit, qu'est-ce que les exposants, les artisans ont comme produit de développer ou qu'ils vont développer. Et ça permet aussi aux consommateurs ou aux clients de connaître l'état de situation, exemple des cultures, de comment ça va, etc., de parler avec le producteur, des méthodes de production, comment ils procèdent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et c'est ouvert tout l'été? C'est de quand à quand exactement c'est ouvert tous les jeudis? C'est ouvert tous les jeudis pendant 14 semaines. On a commencé cette année le 29 juin et on va terminer à la fin septembre. Fin septembre, la dernière édition, et ça va bien, ça va revenir l'année prochaine et on espère encore plus longtemps? Oui, ça va revenir l'année prochaine. La plupart des exposants ici font de bonnes affaires. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça permet de la création d'entreprises, de tester les marchés. Donc, cette année, on a 2 nouvelles entreprises à l'intérieur de notre groupe. Et l'an prochain, il y a d'autres projets de développement. Donc, ça permet d'intégrer des entreprises et soit devenir permanent, ça venir à toutes les semaines, soit devenir 4-5 fois durant l'été. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. La 41e édition du Rodéo du Camion s'est terminée le dimanche 6 août dernier, après une fin de semaine haute en couleurs comme à son habitude.
Les spectacles, artisans et évidemment les fameuses courses de camions ont ravi jeunes et moins jeunes qui se sont déplacés à Notre-Dame-du-Nord comme à chaque année. TV Témis était sur place tous les jours de l'événement et nous vous présenterons prochainement une émission avec tout le matériel que nous avons fait tout au long du week-end. Pour ce qui est des gagnants des courses, dans la catégorie C chargé, c'est Alexandre Morin qui a terminé en première place. Pour le C-Bobtail qui couronnait un gagnant pour la journée de samedi et ensuite de dimanche, ce sont respectivement Neil Adams et Alain Dénommé qui ont gagné. Dans le B-Bobtail et B chargé, ce sont Francis Bernard et Franco Touzin qui ont été les grands vainqueurs. Dans le A, la fin de semaine de rêve de Michael Janson s'est terminée avec la victoire dans les deux catégories, Bobtail et chargé. Comme ils l'ont répété toute la fin de semaine, l'entièreté de l'équipe du Rodéo du Camion vont faire tout leur possible pour s'assurer qu'une 42e édition ait lieu dans la mythique côte de Notre-Dame-du-Nord. Il y a 2 semaines, nous avons fait la rencontre de 2 membres du groupe de musique des Rod Swamp, soit Yann Leduc et Brandon Giroir, qui nous ont fait mieux connaître généreusement leur quintuor musical. Merci Yann, merci Brandon d'être avec nous au Festival Western. Vous faire un peu votre présentation pour notre public. Bien certain. Moi, c'est Yann Leduc, chanteur et guitariste acoustique du groupe Les Rod Swamp. Et moi, c'est Brandon Giroir, guitariste électrique et back vocals du groupe Les Rod Swamp. Et les Rod Swamp, parce que vous êtes habituellement 5 dans le groupe, mais comment ça a parti tout ça? Est-ce que vous étiez 5 temps partant? Comment... Les Rod Swamp, dans le fond, c'est un recueil du côté folklorique. Ça a parti vraiment comme un trio acoustique. Dans le fond, on s'est rencontrés dans divers événements de la région de l'Outaouais, Ottawa-Gatineau. Puis, quand on s'est rencontrés, on a vraiment joué plus du stuff traditionnel, roots, francophone. Puis, à un moment donné, juste par pur plaisir, on a monté comme un démo, un EP. Puis là, ça a parti de l'avant. Ça a grandi un peu plus. Puis, c'est devenu maintenant le groupe de 5 musiciens qu'on connaît aujourd'hui. Puisque vous jouez, vous deux, vous êtes originaires de l'Ontario, vous êtes franco-ontarien, mais ça, pourquoi avoir été autant dans le francophone quand même, malgré que vous êtes ontarien? Bien, c'est sûr qu'à la base, on vient de des communautés très francophones de l'Ontario. On parle majoritairement du nord et de l'est ontarien. Moi, je viens de Kapuskasing. On parle souvent de Kapuskasing, Hearst comme des communautés très francophones. L'est ontarien, pareil. Yann, lui, vient d'Alfred Plantagenet. C'est un coin très, très, très francophone. Pour nous autres, pour vrai, ça a été très naturel de le faire en français. C'est la langue qu'on parlait chez nous, dans nos maisons en grandissant. Et puis, non, ça a vraiment été un automatisme pour nous autres de le faire en français parce que, c'est notre langue maternelle et on sait mieux s'exprimer dans cette langue-là de toute façon. Et puis, c'est une fierté pour nous autres aussi de représenter notre Ontario français quand même, là. Et vous êtes rencontrés, le groupe, puisque vous n'êtes vraiment pas tous du même endroit, toutes des différentes communautés. Comment vous êtes rencontrés? Dans le fond, le centre des Rod Swamp se passe à Ottawa parce que beaucoup d'entre nous ont été à l'école postsecondaire à Ottawa. Moi, je viens de là. J'étais allé à l'école aussi à Ottawa. Puis on s'est rencontrés par l'entremise de concours dans des festivals, un peu par des activités parascolaires parce que moi et Brandon, on a le même âge. On n'a pas tous le même âge dans les Rod Swamp. Fait que moi et Brandon, on s'est rencontrés à l'école. Sinon, c'est par l'entremise des festivals, des concours, toute la patente qui pris un petit peu de courage pour briser la glace dans des nouvelles connaissances. Puis on a jammé ensemble, ça a cliqué. Puis, ouais, c'est un peu de là que ça a parti de rien. Parce que c'est une aventure qui a commencé en 2017. Et là, aujourd'hui, ça vous permet de voyager à travers le monde même. Ça, il n'y a pas longtemps, vous étiez parti aux États-Unis. Oui, c'est ça, justement. On était les lauréats pour aller représenter le Canada au Epcot Center de Disney World. Puis on est allé en Floride. On en est très fiers d'avoir représenté nos racines traditionnelles en français, justement. Puis aussi, on s'est promené un peu en Europe. On vient de revenir de l'Espagne. On a fait quelques spectacles là-bas. Puis même là-bas, si c'est espagnol, ils ont quand même bien apprécié le francophone et le français. Puis ça c'était drôlement bien reçu. Parce que oui, vous chantez en français, mais je pense que c'est votre style folklorique qui fait que c'est entraînant et tout. Mais ça, c'est quoi la particularité vraiment des Rod Swamp? Pourquoi ça lève autant? Moi, personnellement, je parle pour moi, mais c'est l'énergie, je pense. On s'y donne à 100 % quand on est sur le stage. On veut donner le meilleur show. Tu sais, moi, j'aime souvent l'expliquer comme pour nous autres, c'est un autre soir de show. Mais pour les gens qui sont là, venir voir le show, c'est leur sortie du mois. Puis ils méritent d'avoir un show
à la hauteur de leur sortie du mois, tu sais. Ça fait que pour nous autres, c'est vraiment l'important, c'est de donner toute l'énergie qu'on est capable. Puis, veut pas, le violon, l'instrument du violon, c'est un instrument qui rassemble toutes les générations, les plus jeunes. T'as des plus jeunes de 3 ans qui dansent en avant avec Pépère de 92 ans, puis ça swing la bagaille. Tout le monde aime ça, ça pogne dans tous les âges. Et ça, vous avez votre plus grand succès, c'est Vivre en ville, qui a maintenant près d'1 million d'écoutes sur Spotify déjà. Vous attendiez-vous à que ça ait autant d'écoutes, que ça soit autant connu et que ça fasse le tour d'Internet? Là? Du tout. Comme on l'a mentionné plus tôt dans l'entrevue, on s'est rassemblés avec les Rod Swamp par pur plaisir. Puis Vivre en ville, qui est notre premier album full band, on a vraiment fait parce que on voulait sortir ce contenu-là, pas parce que on voulait devenir grand, tu comprends? On voulait juste le faire pour en avoir la conscience claire et d'avoir mis quelque chose sur un disque. Fait qu'on a enregistré ça au 17e étage dans une tour d'appartement à Ottawa, tasse le lit sur le bord du mur, dérange les voisins. Anyway, on s'est arrangé par après. Puis on a sorti notre album qui s'appelle justement Vivre en ville. Puis quand Vivre en ville a rentré en ondes dans les stations de radio, pour nous, c'était un choc, c'était une surprise. Puis après ça, de l'avoir monté tranquillement, ça nous a vraiment fait plaisir. Puis non, on s'en entendait pas, mais aujourd'hui, on en est pas mal reconnaissant. Puis même que je dirais qu'on court après cette chanson-là depuis. On court après. Un moment donné, on va en rattraper. Mettre un petit visage là-dessus. Là. Parce que vous avez déjà plusieurs succès dans les radios à CKVM. On vous entend à toutes les radios du Témiscamingue. Et vous avez sorti votre deuxième album, Élixir, l'an dernier. Est-ce que ce soir, on vous entend des chansons du nouvel album? À quoi on peut s'attendre pour la foule? Absolument, un gros mélange de notre premier album avec les tunes que les gens connaissent un peu plus. Sinon, oui, il va y avoir beaucoup de chansons de l'album Élixir. On met des chansons qui sont pas sur album aussi dans tout ça pour avoir un peu de plaisir puis faire danser les gens. Puis, dans le fond, ça va être du plaisir assuré. Parce que ça, vous faites un peu aussi des covers, mais ça reste vraiment... Vous faites du fun avec vos productions originales. On aime bien dire qu'on prend les covers, on les sauce dans la swamp, puis c'est ce qui en découle. Ce que ça donne. Et ce que vous avez vu à date, vous venez d'arriver, mais ça devrait être une bonne soirée à soir avec le public du Témis. Ah, ça devrait, on l'espère. Nous autres, on va tout donner pour avoir le plus de plaisir possible. Ah oui, il est de bonne heure, l'ambiance est festive, il y a des chapeaux de cow-boy en masse, ça risque de brasser, pour vrai. Merci les gars. Hey, merci Will. Depuis quelque temps, le projet de décharge de déchets radioactifs à Chalk River prend beaucoup de place dans l'actualité. Ce projet consiste à installer une décharge de déchets radioactifs dans le petit village de Chalk River en Ontario, qui a hébergé un centre de recherche nucléaire dans le passé. C'est en 1952 qu'était survenu un accident nucléaire de niveau 5 sur l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, constitués de 7 niveaux. Des éléments radioactifs avaient alors été libérés dans l'air et dans l'eau de la rivière des Outaouais, qui est située à proximité. Ce projet amène une tonne de préoccupation pour la population du coin, et particulièrement chez les membres des Premières Nations. Ils craignent les retombées qui iraient dans la rivière qui se poursuit vers le sud, vers plusieurs autres communautés et grands centres urbains, comme Ottawa et Montréal. Pour bien démontrer leur énorme réticence face à la possible autorisation de ce projet par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, les chefs des Premières Nations de Québec ont comparu devant eux le 10 août dernier à Ottawa, lors de la dernière audience pour l'autorisation du projet. Ce sont plus de 140 municipalités qui se sont positionnées clairement contre le projet, tout en appuyant les Premières Nations dans le processus. La communauté de Québec se démarque par l'importance qu'elle accorde à la préservation de son territoire. Depuis de nombreuses années, elle refuse également l'implantation d'installations minières sur leur territoire, cela particulièrement aux différents versants de la rivière Kippawa. La communauté s'est souvent fait approcher par des entreprises car le territoire regorge de terres rares qui détiennent des roches ayant des métaux indispensables pour une grande quantité d'appareils électroniques. La communauté est claire là-dessus. Rien ne les laissera mettre en péril la qualité de leurs territoires ancestraux. C'est la fin de semaine dernière que se déroulait la 21e édition de la traditionnelle foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien. Une quarantaine d'artisans et commerçants étaient présents sous les chapiteaux du site à Ville-Marie. Des prestations musicales ont été offertes à quelques endroits sur le site. Une petite scène était aménagée dans la rue de la Foire pour accueillir les musiciens invités tout au long de la journée de vendredi, samedi et dimanche. Sur la scène principale, située sous le grand chapiteau, Franc Bâtard, Pascal Picard et ensuite le groupe Bullseye ont animé la soirée de vendredi.
Samedi, après les feux d'artifice, ce sont Maddie Bucking, David Jalbert avec Cire Pathétique et finalement Pop to Rock qui se sont échangés la scène à tour de rôle. Lors de la cérémonie d'ouverture de vendredi, la Foire gourmande ainsi que Bernard Flébus ont été honorés pour leur implication dans la victoire de l'équipe de Marcel Raymond dans le cadre des brigades culinaires. M. Bernard Flébus, qui est le président de la Foire, a aussi exprimé son désir de passer le flambeau de la présidence du festival qu'il occupe déjà depuis plusieurs années. La Foire gourmande remercie encore tous ses bénévoles et commanditaires, tout en vous invitant à la 22e édition l'an prochain. Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 1,7 million de dollars le 17 août dernier pour le secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est à Notre-Dame-du-Nord, jeudi dernier, que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce dans le cadre d'une tournée régionale. Cette annonce s'est faite en lien avec la signature de la première entente sectorielle de développement du secteur de l'Abitibi-Témiscamingue 2022-2025. Cette entente a comme objectif de servir de levier pour le déploiement du projet bioalimentaire qui tient compte des particularités régionales. Les fonds obtenus sont utilisés pour faire face aux différents enjeux identifiés dans le plan de développement de la zone agricole et d'autres plans de développement du territoire agricole. Le développement des entreprises bioalimentaires, la favorisation de la complémentarité territoriale et le soutien de l'unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue et son projet de développement de la filière des grandes cultures biologiques en région sont également des domaines qui bénéficieront des fonds octroyés. 375 000 $ vont être injectés dans les 4 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et la ville de Rouyn-Noranda. Pour la MRC de Témiscamingue, c'est précisément 75 000 $ qui lui sont versés. Le manque de main-d'œuvre dans le domaine de l'enseignement est devenu un sujet qui ne cesse de faire les manchettes à chaque fois qu'on approche de la rentrée scolaire. La situation est encore plus préoccupante cette année que les années antérieures, même si la situation était déjà très sérieuse dans le passé. Dans les différentes commissions scolaires d'Abitibi-Témiscamingue, ce sont quelques dizaines de postes et contrats qu'il reste toujours à combler actuellement. Heureusement, la situation est beaucoup moins critique ici. Le centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue ne compte qu'un seul contrat qui n'a pas encore été distribué. Ce sont 24 des 160 enseignants de la commission scolaire qui ne sont pas légalement qualifiés. Voilà, c'est tout pour votre Info Témis de cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. TV Témis est toujours à la recherche d'un journaliste à temps plein pour compléter l'équipe cet automne. Si vous croyez avoir les compétences pour ce poste, faites parvenir votre CV à direction@temis.tv. Pour plus d'informations, contactez-nous au 819-723-2814. Restez à l'antenne après le bulletin pour assister au spectacle de Juliette Lefebvre Tardif dans le cadre des Jeudis chauds à Lorrainville. C'était mon dernier bulletin avec vous pour cet été. Je vous remercie d'avoir écouté nos bulletins et diverses émissions que nous avons produites dans les 2 derniers mois. Ce fut un privilège d'être avec vous cet été et au plaisir de se revoir peut-être l'an prochain. Encore merci et je vous dis à la prochaine.